Merci. J'invite le docteur Laroche. Bien, bonjour. Alors je vais vous parler de l'écodoppler, pharmaco-écodoppler pénien un peu aussi. Il faut savoir qu'en médecine vasculaire, on recherche toujours une dysfonction érectile dès lors qu'on a un artériopathe chez lequel on vient de faire un diagnostic. Ça fait partie de l'interrogatoire. Alors au début, un patient sur deux est un peu étonné, mais généralement on lui explique pourquoi, et ça se passe très bien, jamais de problème particulier. Donc ça c'est Avignon, voilà. Alors je passe. Alors j'ai trouvé ça, c'est assez intéressant. L'homme échappe au tremblement de terre, éprouve l'horreur de la maladie et toutes les tortures de l'âme, mais la tragédie la plus éprouvante de tous les temps a été et sera la tragédie de la chambre à coucher, Tolstoï. Alors les rappels préliminaires, on l'a vu déjà tout à l'heure, je ne vais pas refaire le monde. La seule chose, prévalence, la dysfonction érectile prévue en 2025 dans les différents pays, en Europe, en Asie. On a vu ça tout à l'heure, je ne reviens pas dessus. Autre chose qui a fait l'objet de multiples publications ces 6 derniers mois, c'est la dysfonction érectile comme un facteur de risque indépendant cardiovasculaire. Donc ça, c'est quelque chose de bien établi et on va voir, c'est extrêmement important. Et puis, tout ce qui intervient sur la dysfonction, donc ça a été fait par Antoine Fext, c'est bon. Alors, on va voir l'écodoppler. D'abord, qui c'est qui nous adresse des écodopplers péniens ? C'est toutes les spécialités médicales, mais plus spécialement les urologues, les sexologues, les endocrinologues, les cardiologues, parce que le patient a parlé d'une dysérection, donc dégageant touche, et donc on se retrouve avec ces patients. Alors souvent, on est un des maillons de la chaîne, on ne sait pas souvent pourquoi, parce qu'en fait, au début, il n'y a pas une plainte très marquée, puis ils arrivent parce qu'ils ont entendu parler que le Doppler, c'est quelque chose d'intéressant, c'est le patient. Et lui, le patient, il pense que le Doppler, ça va le guérir. Et vous allez voir que ça le guérit. Alors, les objectifs de l'écodoppler, c'est orienter le diagnostic étiologique de la dysfonction érectile, dépister les patients au risque cardiovasculaire, surtout à partir de 50 ans. On analyse les flux au niveau de la aorte, des artères iliaques, des pudendales internes, des péniennes, des caverneuses, sachant que dès lors qu'on met en évidence la moindre plaque sur les fémorales ou sur les iliaques, on fait un balayage carotidien. On recherche une insuffisance artérielle érectile, toute lésion artérielle qui peut entraîner donc une baisse de débit et de pression en érection, et bien sûr la dysfonction véno-occlusive. Donc l'anatomie, on vous l'a faite, mais il faut savoir qu'est-ce que nous on peut voir, parce qu'on ne voit pas tout. Donc l'aorte abdominale sous-rénale, c'est sûr, la bifurcation iliaque commune, iliaque externe, les iliaques internes, généralement il n'y a pas trop de problèmes, ça dépend, quelquefois chez des sujets très obèses, c'est pas évident. Les pudendales, je vais vous montrer comment on fait, bon ça on y arrive aussi, et puis les artères péniennes, on y arrive aisément, d'autant plus que maintenant on a des sondes qui montent haut en fréquence et on n'a pas de problème particulier en dehors de l'injection intracaverneuse. Donc voilà l'anatomie, donc on l'a vu tout à l'heure, je n'ai rien de nouveau là-dessus. Et donc on va terminer l'examen par les artères de Verge. Donc voilà. Alors, on vous a expliqué la différence entre l'état flaccide et l'érection, notamment le rôle des artères, des veines, etc. et du NO, on est tout à fait d'accord. Alors, la méthodologie, je vous l'ai dit, aorte, iliaque, fémorale, poplité, jambier. Il faut faire un examen complet, mais avec 3 points, c'est très rapide. Il faut mesurer l'index de pression à la cheville. Alors, pas chez le jeune homme de 20 ans qui a autre chose, mais à partir de 45-50 ans, quand il y a un facteur de risque. On va étudier donc les iliaques internes, les pudendales, dorsales, caverneuses, si nécessaire. Voilà. La pharmaco-écodoppler, c'est pas systématique. Dans beaucoup de cas, ça ne nous sert à rien. Donc, c'est pas la peine de le faire. Alors, les pudendales, vous voyez, il faut aller derrière les testicules et on arrive à voir ces artères ici, avec un flux qui est résistif chez un patient qui est au repos. Et puis les dorsales et les caverneuses, on les a très bien au niveau de la verge, avec, là encore, vous allez voir, le profil d'écoulement est très particulier, vous voyez, il est dit résistif, et puis lorsqu'on va faire une injection intracaverneuse et que le patient va avoir un début d'érection, vous allez voir que le profil d'écoulement va se transformer radicalement. Donc déjà, quand on fait l'échographie en mode B, on arrive à repérer les artères sans trop de problèmes. Et quelquefois, alors peut-être qu'Antoine Fext en parlera, ou les urologues, on tombe sur une maladie de la péronie, c'est une plaque légèrement hyperéchogène avec présence de microcalcification. Alors si le patient est symptomatique, il est asymptomatique, on le signale quand même, et puis quelquefois s'il est symptomatique,
On continue les investigations. Alors les injections intracaverneuses, il n'y a pas de consensus sur la drogue et le dosage. Donc je veux vous rappeler quand même, c'est un chirurgien vasculaire périphérique qui a fait la première injection intracaverneuse en France. C'est Ronald Virag et il se l'est fait sur lui-même. Et il se l'est fait comment? Avec de la papavérine. Donc moi, ça fait 30 ans que je fais l'écodoppler, j'ai commencé par injecter la papavérine. Et puis on a tous eu un certain nombre d'incidents, et notamment des priapistes très sévères qui sont terminés par des interventions chirurgicales. Donc les prostaglandines sont arrivées, l'alloprastyle, les Dex, le Caverject, avec différents dosages. Donc la papavérine n'est plus utilisée, c'est plus que déconseillé. Les injections se font sur le bord latéral de la verge. Et comme il y a beaucoup parmi nos patients de diabétiques, notamment qui sont à l'insuline, pour eux, ça ne pose pas de problème de faire ce type d'injection. Alors, on va voir après, mais si on devait prescrire ce type d'injection, il n'y a pas de remboursement, sauf pour les paraplégiques et tétraplégiques, quelle que soit l'origine, les traumatismes du bassin compliqués de troubles urinaires, les séquelles de la chirurgie, les séquelles de la radiothérapie, on en a parlé, les séquelles de priapisme, les neuropathies diabétiques et la sclérose en plaques. Alors, quelles sont les contre-indications? Il faut les connaître. Ça ne sert à rien de faire une injection si c'est dangereux. En cas de drépanocytose, de leucémie myeloïde chronique, de myélome multiple, d'hypersensibilité connue à l'alloprastadil, le trouble de la conduction intracardiaque, la papavérine est formellement déconseillée, et les antécédents de priapisme. Alors, quand on injecte un produit dans la verge, qu'est-ce qu'on peut avoir comme complication? C'est une érection prolongée. Donc, vous voyez qu'avec la papavérine, on allait jusqu'à 12%. Aujourd'hui, avec les produits qu'on utilise, c'est extrêmement faible. Donc, c'est 0,6%. Donc, ce risque existe et il est minime. Donc, voilà une artère caverneuse pour laquelle il n'y a pas eu d'injection intracaverneuse. Donc, le profil, je vous l'avais vu tout à l'heure, c'est tout à fait normal. Et voilà ce qui se passe quand on injecte ce produit. Donc, on travaille avec de l'EDEX ou du Caverject, mais à des doses très faibles, à 10 microgrammes. Donc le normal, la pic systolique de vitesse après injection, c'est 35 cm par seconde. Lorsque vous avez une insuffisance artérielle, les vitesses vont baisser, c'est inférieur, donc ça c'est très technique, inférieur à 25 cm par seconde. Et s'il y a une dysfonction véno-occlusive, il y aura la persistance au long cours à 10-15 minutes d'un flux diastolique permanent. Voilà une insuffisance artérielle érectile avec, après une injection, des vitesses qui sont extrêmement basses, un flux diastolique qui est le témoin d'une ischémie, et là, donc, ça veut dire qu'il y a des lésions, la plupart du temps, en amont. Et puis, quelquefois, on voit très bien les calcifications des artères caverneuses. Là, c'est une sténose sur l'artère caverneuse très localisée. Alors, c'est extrêmement rare. Les examens évocateurs d'une dysfonction véno-occlusive, c'est la persistance du flux diastolique à distance de l'injection intracaverneuse. Donc, les indications actuelles de ce qu'on appelle le pharmacoécodoppler pénien, donc les plus reconnus sont la dysfonction érectile associée à une maladie de la péronie avec indication chirurgicale, après un traumatisme pelvien, une dysfonction érectile primaire avec notamment une suspicion de retour veineux anormal ou d'une anomalie artérielle, raison médico-légale, notamment on a eu à faire des examens avec injection pour des problèmes de viol puisque le patient disait qu'il était totalement impuissant. C'est déjà arrivé. Échec de traitement sexoactif. Donc en fait, les patients chez qui on fait ce type d'examen, c'est qu'ils généralement, ils ont tout essayé, parce que les choses ont beaucoup changé avec l'arrivée de nouveaux traitements. On ne le fait jamais en première intention. Et puis, la dysfonction érectile, en l'absence de comorbidité cardiovasculaire ou d'autres facteurs étiologiques, ça peut être le premier symptôme. Ça a une aide psychologique, parce que quand on fait ces injections, le patient, qu'est-ce qu'il vous dit? Bon, il a eu une érection, il a vu ses artères sur l'écran qui marchent bien, et il vous dit tout de suite, finalement, je suis normal. Et ça le rassure beaucoup. La dysfonction érectile, c'est une maladie donc multifactorielle à composante vasculo-tissulaire. Donc c'est un puisseur marqueur du risque cardiovasculaire. Et c'est vrai que quand on dit aux femmes que ça vient du cœur, elles ne nous croient pas, et pourtant l'érection vient bien d'un afflux de sang. Donc je vais terminer par la définition de l'impuissance sous forme d'un petit film qui dure 1 minute. Donc si vous pouvez mettre avec le son. Mesdames et messieurs, je vais vous faire une confidence. Vous savez, président de la République, ça ne donne pas le droit au bonheur. En 2007, j'ai divorcé. Bon, pardon de le dire comme ça. Je suis devenu impuissant, un peu moins dur. Tout le monde savait. Personne ne parlait. J'ai simplement eu honte. Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin. Parce que la vie d'un président,
sur ces questions essentielles qui sont celles de l'amour. C'est comme la vie de n'importe qui. Aujourd'hui, eh bien c'est fini. Et avec Carla, ce qui est étonnant, c'est que ça marche si bien. Et donc avec Carla, nous avons décidé d'assumer. Je l'ai pris devant les Français de fond en comble, dans la longue durée et dans la profondeur. Il y a des photos. Et à l'arrivée, qu'est-ce qu'on voit? Rien. On n'en parle jamais. Il y a un truc qui est louche. Celui qui échoue, celui-là, on ne lui donne pas une nouvelle chance. Eh bien, très bien. Si ces photos sont trop douloureuses, n'envoyez plus de photographes. Nous nous ferons une raison. J'ai déjà vu des reportages malhonnêtes, mais de cette nature, c'est assez rare. Je vous félicite. Merci. « 10 ans d'anniversaire, ça se fête. Hein. Donc j'ai d'autres films pour mes autres interventions. Vous verrez ça demain. Voilà. Voilà, donc je vous remercie. J'ai fait un exposé large, simple, mais c'est la réalité. Hein, il ne faut pas croire que... je passe Antoine Fex, je vois ce qu'il en pense, mais l'injection systématique, c'est non. Hein, on est médecin avant tout, on examine des patients, on est médecin vasculaire, on recherche des tas de choses sur le plan vasculaire, on fait un examen, on en discute avec le patient, et dans certains cas, effectivement, dans un second temps, on fait une injection, mais on ne le fait pas d'emblée. Voilà, merci. Merci. S'il y a des questions dans la salle. Voilà, Antoine Fex. Oui, merci pour cet exposé. Je crois que ça pose la question du bilan cardiovasculaire, puisqu'on a vu avec Pedro que voilà, le bilan de base recommandé pour tout type de dysfonction érectile, c'est un bilan biologique. Là, on ne parle pas d'évaluation cardiovasculaire. On sait que, et on l'a vu ce matin en DPC, un cardiologue, c'est quand il y a plus de 3 facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, quelque part, c'est là où également s'allume, il n'y a pas que le cœur, il y a les autres vaisseaux. Et c'est là où, à ce moment-là, prend toute la valeur et la signification que tu as dit des gros vaisseaux avec la théorie du diamètre artériel dont je parlais tout à l'heure. Mais ce que tu n'as pas, je vais me permettre de souligner un tout petit peu, c'est qu'il faut, quand il y a un pharmacodoppler pénien, les urologues ont tendance à le réserver aux échecs des traitements de première ligne. Bien évidemment, pas à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de faux négatifs. Et que ce qui compte, c'est la qualité du compte-rendu que toi tu vas mettre. Bon, bien sûr, toi tu vas le mettre, mais que quand je vois des pharmacodopplers où je vois pas d'insuffisance artérielle, le pic est supérieur à 25, etc., mais qu'on n'a aucune notion de l'érection clinique, ou alors, quand on l'a, c'est qu'il n'y a pas d'érection clinique, quelle est la valeur de résultat en disant il n'y a pas de problème vasculaire, mais il n'y avait pas d'érection non plus? Alors, quand on fait le compte-rendu, il y a l'analyse de ce qu'on trouve au Doppler, mais il y a surtout la qualité de l'érection. Donc les deux doivent être notés, c'est très important. Enfin, c'est ce que tu disais, en utilisant la classification que tu as présentée. Parce que je pense que s'il n'y a pas de score de rigidité, par exemple de 1 à 4, le Erection Hardness Score, le résultat... Et bien sûr. Il ne vaut pas grand-chose s'il n'est pas corrélé à une érection clinique. On est tout à fait d'accord. Après, sur le risque médico-légal, pour avoir également été, tu en parlais un petit peu, c'est que c'est pas parce qu'on a une érection avec injection intracaverneuse, si le pauvre gars il a une érection et qu'il sait qu'il va être condamné à cause de ça, enfin pauvre gars, s'il est coupable c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'examen qui va quand même déterminer ou non s'il a un problème. Mais on nous a demandé des choses dans des expertises. Voilà, donc c'est plus du tout la même chose. Il y a une vingtaine d'années, c'était il y a un certain temps. Mais c'est vrai que donc on doit parler des deux, mais c'est le problème en fait des comptes rendus des Codoppler en général. Vous dites par exemple il y a une sténose de la carotide à 60%, il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de rapport, il n'y a rien, on sait rien. Donc le chirurgien qui va trouver ça, il va dire qu'est-ce que je vais foutre de ça, il faut que je refasse faire l'examen. D'accord. Et pour cet examen, alors il y a beaucoup de diapos que j'ai emprunté à un Niçois avec qui est une star pour ce sujet, c'est Christophe Bodin, avec qui on travaille beaucoup, et puis on en a un autre à Paris, c'est Patrick Bouilly. En fait, sur le territoire, il n'y a pas beaucoup de médecins vasculaires qui font l'écodoppler et qui font les injections. Voilà, c'est tout. Comme tu l'as dit, un priapisme, ça peut mal se finir. Alors, priapisme, j'en ai eu 3 ou 4 avec la papavérine. Ça m'a refroidi. Ça peut mal se finir, ça peut arriver également avec la PGE1, donc c'est pour ça que c'est pas un examen de première intention. Oui. Et puis, comme tu l'as dit, c'est que je pense que ça prend du temps. Il faut attendre. Oui, ça prend du temps. C'est chronophage. Il faut un compte rendu bien détaillé, enfin pour que c'est de la valeur. Un examen comme ça, avec injection, c'est 45 minutes. Voilà. Et oui, parce qu'une fois que vous avez fait l'injection, il faut attendre.
5, 10, 15, 20 minutes. C'est pas je fais l'injection, vous avez une érection, je fais l'enregistrement, tout va bien, on s'en va. Non, c'est pas du tout comme Oui, ça. parce que de temps en temps, quand on a des patients qui font des pharmacodopplers comme ça, Oui. eh bien, souvent ils disent l'érection elle est arrivée quand je suis rentré à la maison parce qu'il n'y avait plus le frein anxiogène, le docteur, etc. Donc c'est un petit peu limité. Et ce que je me permets également de souligner, c'est qu'un Doppler pénien sans injection, ça sert pas à grand chose, sauf des raretés comme tu l'as vu avec des artères calcifiées. Oui. Mais en général, il n'y a pas d'intérêt parce que si le patient il est spasmé et stressé, les artères caverneuses seront très on petits est obligé calibre. de le faire en deuxième intention parce que d'abord on n'a pas d'échantillon puisque c'est interdit maintenant. Donc il faut presser le produit. Mais quand ils prennent rendez-vous, souvent ils ne nous disent pas pourquoi ils ont rendez-vous. Puis ils arrivent, alors il y a des médecins qui demandent l'examen, qui ont marqué le produit. Donc ils viennent avec, ça pose pas de problème. Il n'y a pas besoin d'être que nous on soit prévenus. Mais sinon, ils ont 9 fois sur 10, ils viennent les mains dans les poches. Sans traitement, oui, sans Ouais, injection. sans rien. Donc on est obligé de leur prescrire quand même. Alors, voilà.